Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui. Ça fait un petit moment que j'ai pas publié, je m'en excuse. C'est vrai qu'on a été pas mal pris avec les différents projets en parallèle. Donc là, je vais repartir sur une publication beaucoup plus régulière de ces vidéos avec des mini-séries, des mini-formats, un peu comme celui-ci où je suis aujourd'hui avec Emeline. Salut Emeline. Salut Max, merci. Merci à toi en tout cas d'accepter l'invitation. Donc comme tu l'as compris, si tu la connais déjà Emeline, du coup on va parler de financement immobilier, de comment obtenir son financement entre autres. On va faire des dizaines et des dizaines de vidéos ensemble sur des sujets spécifiques où tu vas nous apporter ton expertise sur ce sujet. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, qui n'ont pas vu encore la première vidéo? Bon, comme tu l'as dit, je m'appelle Emeline. Je suis dans le courtage maintenant depuis 2 ans et avant, j'ai une expérience en banque traditionnelle en tant que conseillère clientèle. Donc, j'accompagne les investisseurs en majorité, mais aussi des personnes qui souhaitent acquérir leur résidence principale pour trouver leur financement. Voilà, des bons mois, on arrive à lever plusieurs millions d'euros de prêts. Voilà. Donc, c'est une belle aventure depuis 2 ans et j'espère que ça va continuer. Ouais, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Et c'est vrai qu'Emeline, du coup, c'est ma sœur, pour ceux qui l'ont compris, Emeline Chabert, Maxence Chabert, bon, c'est assez simple de faire un rapprochement. On n'est pas mari et femme. Et du coup, voilà, j'ai décidé de faire une série vraiment spécifique sur le financement. J'ai déjà fait auparavant quelques vidéos sur le financement, mais je me disais qu'Emeline pouvait apporter cette touche vraiment de courtière, de professionnel dans le financement. Et du coup, voilà, tu avais un regard qui était complètement différent. Et c'est pour ça que je me t'ai dit que ça pourrait être sympa. Donc, on commence une petite série. Je pense que toutes les vidéos sortiront le dimanche. Donc, chaque dimanche, jusqu'à la fin de l'année, je pense, on va sortir une vidéo sur le financement. Le sujet d'aujourd'hui, comme tu as dû le voir dans le titre, c'est comment obtenir son financement immobilier. Et pour ça, du coup, on va vous partager 8 étapes précises par lesquelles passer. Avant de vous partager ces 8 étapes, n'hésitez pas à regarder dans la description avec Emeline. On vous a fait une grosse formation pour trouver tous vos financements immobiliers. On va vous partager toutes les clés possibles pour réussir. Donc là, on va faire, comme on disait, une petite série YouTube de plein de petites vidéos, mais on ne va pas rentrer autant en détail que dans cette formation offerte. Tout est dans la description, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Commençons maintenant avec les 8 étapes. La première étape pour obtenir son financement immobilier, c'est le calcul d'enveloppe. Voilà, alors n'oubliez pas que vous soyez déjà investisseur ou primo-investisseur, cette étape est vraiment indispensable. Elle permet déjà de conforter d'une part le montant, mais aussi le facteur temps. Parce que voilà, quand on a déjà investi 1, 2, 3 fois, les banques ont besoin de recul. Quand vous êtes toujours en différé, par exemple, elles ont besoin de recul. Le différé est mal vu. Voilà, donc cette étape de faire valider votre budget et le timing, c'est vraiment incontournable. Donc vous avez 2 possibilités. Soit vous avez déjà un partenaire de confiance, une banque de confiance. Là, vous allez la voir et vous lui demandez directement. Soit, voilà, vous débutez ou dans tous les cas, vous sentez que cette banque n'est plus adaptée à vos besoins et là, vous faites valider par un courtier. Ok, donc très important pour 2 raisons comme tu l'avais évoqué. Premièrement, est-ce que c'est le bon timing ou pas? Oui. Alors c'est sûr que si c'est votre premier investissement, c'est aussi votre cas parce que peut-être que vous êtes encore en période d'essai, là ce sera un petit peu compliqué ou sinon c'est soumis sous réserve que vous ayez plus votre période d'essai quand vous allez chercher votre financement. Et deuxièmement, c'est aussi au niveau du calcul en lui-même parce que c'est vrai que nous, notamment de par mon agence immobilière, au tout début on avait des clients que tu n'étais pas encore courtière à l'époque et du coup on ne te les envoyait pas et c'est des personnes qui soit se disaient tiens j'ai 200 000 investis, on lui trouvait un bien immobilier et au final elle avait que 150 000 ou à l'inverse il y en a qui nous disaient moi j'ai que 150 000 c'est ric-rac parce que j'ai calculé comme ça et au final dès qu'on a fait valider du coup par toi tu nous disais non là on peut monter à 180, 200 000 donc ça peut être aussi une bonne nouvelle. Donc très important le calcul d'enveloppe avant toute chose, que ce soit pour vous ou toutes les personnes que vous allez faire travailler, je pense que c'est quand même le mieux. Ok, donc ça c'était la première étape. Deuxième étape, ça va être les actions correctrices. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ça? Voilà, donc suite à votre rendez-vous en banque ou avec un courtier, voilà, il y a, comme tu l'avais évoqué, par exemple, une période d'essai toujours en cours, mais voilà, il y a des actions à mener. Donc, c'est des actions qui peuvent être menées, voilà, il faut un peu de temps, le temps de purger la période d'essai. Ça peut être aussi du temps pour rendre les comptes bancaires plus sexy. Il faut savoir, et je le répéterai à chaque fois, je pense, que la tenue de compte est vraiment l'élément qui fait pencher la balance du oui
ou du non. Exact. Voilà, donc même si on est très bon au niveau du calcul d'enveloppe, les ratios sont bons, une mauvaise tenue de compte peut tout gâcher. Donc voilà, il va y avoir potentiellement aussi un délai de 3 mois, 6 mois, le temps vraiment de mettre en place ces actions, donc sur les comptes comme on a dit, par rapport à l'emploi, par rapport à l'épargne aussi. Donc là, il manque un peu d'épargne, donc on fait les fonds de tiroir, on demande à la famille d'aider un petit peu. Voilà, sachez que il faut 3 mois de relevé nickel, donc le temps de demander à papa-maman de mettre un peu d'argent sur le compte, on attend à nouveau 3 mois pour que ça n'apparaisse plus pour la banque. Voilà, parce que du coup, le courtier ou la banque qui n'est pas votre banque historique et qui n'est pas votre banque actuelle vous demandera les 3 derniers relevés de banque. C'est ça. Et ça peut être, si par exemple c'est votre banque actuelle, elle peut vous dire en toute franchise, voilà, les comptes, il faut les remettre à flot, ou il te reste encore 3 mois de différé ou 6 mois de différé, je ne peux pas te prêter dans ce laps de temps, donc ok pour 200, 250 ou plus, mais par contre on attend la fin du différé par exemple. Voilà, donc sachez que vous aurez peut-être des actions correctrices à mettre en place. Donc prenez-vous-y à l'avance, le courtier ou la banque, votre partenaire, et un petit temps, le temps de corriger éventuellement. Ok, super. Donc là, on a calculé l'enveloppe, on a mis les actions en place, donc on s'est dit, ok, je vais faire un virement mensuel, je vais éviter d'être dans le rouge pendant 3 mois, je vais commencer à amortir mon prêt immobilier et pas rester sur les différés. On a trouvé une affaire. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? 3e étape, on devra préparer du coup le dossier bancaire pour le soumettre à la banque. Donc, est-ce que tu as des conseils par rapport à ça sur cette préparation du dossier? Voilà, alors si vous avez déjà vu votre banquier ou votre courtier et qu'il vous a déjà donné les astuces, normalement, la préparation du dossier bancaire doit être assez simple. Donc, les relevés de compte, évidemment, doivent être nickel, mais si vous avez suivi les conseils, ça doit être bien. Donc voilà, il faut regrouper les éléments de votre situation personnelle, mais il faut aussi regrouper des éléments concernant le projet en lui-même, notamment si c'est un investissement locatif. Il va falloir évidemment montrer les projections avec le scénario, je dirais, optimiste. Vous créez une colocation ou vous faites de la courte durée, vous pouvez mettre en avant ces revenus. Par contre, il faudra aussi avoir un volet plus, je dirais, rationnel, parce que sachez que les banques ne prennent pas en compte tous les revenus locatifs. Vous faites votre business plan pour vous, mais pour la banque, elle va avoir besoin d'autres chiffres. C'est-à-dire, vous créez une colocation ou vous créez de la location courte durée, sachez que les banques vont prendre des revenus, je dirais, classiques, comme si vous louiez à un étudiant, une famille en fonction de la taille du bien. Et là, c'est tout un autre calcul à faire parce qu'on est sur des revenus moindres, qu'on pondère à nouveau. Voilà, les banques se prennent 20 à 30% de marge sur une valeur classique. Okay. Voilà. Super. Donc, premièrement, comme tu disais, l'analyse de votre situation personnelle et du coup professionnelle aussi. Voilà, et professionnelle. Donc, l'épargne que vous avez, le salaire que vous avez, l'immobilier que vous avez, vraiment. Voilà, les charges que vous pouviez avoir, des pensions alimentaires, un loyer parce que vous êtes actuellement locataire. Tous les revenus et toutes les charges du coup de votre situation. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est une première pochette comme ça, où là, il y a vraiment toute la situation personnelle, et une deuxième pochette, comme tu l'avais dit, où c'est une description bien précise de votre projet immobilier. Donc ce que j'aime bien mettre, c'est des photos, Google Maps avec l'adresse, comme ça te permet de savoir, il est situé ici, là il y a un métro, là il y a une supérette, enfin tous les lieux d'intérêt, des photos de la façade si elle est en bon état, des plans de l'appartement, des plans avant et des plans après si vous avez une optimisation aussi à faire. Vraiment l'idée c'est de se dire, voilà, on va donner un dossier avec un projet immobilier, mais il faut que le banquier ou que le courtier arrive à comprendre très facilement votre projet. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on monte des dossiers ensemble, ça passe beaucoup plus facilement dans le sens où il n'y a aucun inconnu. Tu sais, comme tu avais dit, au pire, on va le louer tant à une famille si c'est pour une colocation. Au mieux, on peut espérer gagner tant. L'avantage de faire ça, c'est que si vous le vendez comme ça, vous êtes financé une première fois, vous allez revoir ce même banquier une deuxième fois, il va peut-être plus prendre en compte les futurs revenus s'il voit que c'était cohérent par rapport à ce que vous avez soumis votre premier dossier, enfin votre premier projet immobilier. Donc c'est vrai que c'est intéressant aussi de montrer toujours l'aspect négatif, enfin l'aspect pessimiste et l'aspect optimiste. C'est pas mal aussi de
valider la valeur vénale. Donc en gros, si vous avez fait une bonne affaire, vous l'avez acheté moins cher que le prix du marché, n'hésitez pas à mettre les prix de vente des biens similaires dans votre quartier. Donc par exemple, si vous l'avez acheté 30 000 euros, 40 000 euros, 50 000 euros moins cher que le prix du marché, n'hésitez pas à dire, regardez sur le bon coin, voilà tous les biens qui sont à la vente, ils sont à la vente 50 000 euros plus cher, donc déjà j'ai fait une bonne affaire, donc c'est déjà mieux. Même si c'est pas ça qui va être décisif, ça va quand même rassurer, ça va donner du poids au dossier bancaire. Et petite astuce pour les personnes qui ont déjà investi, n'hésitez pas à refaire une estimation par une agence immobilière de la valeur de vos biens précédents pour vérifier que vous avez sûrement fait des travaux pour optimiser. Ça permet de se rendre compte vraiment de la pertinence et de la qualité de vos investissements premiers. Vous dégagez déjà une marge entre le prix d'achat et les travaux et le prix du bien que vous aviez déjà. En quelques années, ça a pris de la valeur. Ça peut être intéressant aussi. Donc, petite astuce pour les investisseurs. Ça, c'est cool. Ok, super. Donc maintenant, une fois qu'on a préparé son dossier bancaire, il va falloir trouver un partenaire. Donc le partenaire financier qui va vous suivre sur ce projet. Donc là, il y a deux choix, c'est soit le courtier, soit le banquier. Et après, il y a plusieurs types de courtiers, plusieurs types de banquiers. On va voir ça tout de suite. Exactement. Alors, pour les personnes qui investissent pour une première fois, vous avez un panel de banques qui s'offre à vous si vous souhaitez faire les démarches tout seul. Donc, vous avez la possibilité d'inonder le marché de votre ville et aux alentours avec votre dossier bancaire. Ça peut marcher, mais potentiellement, là, on est un peu sur du fourre-tout. Chacune des banques que vous allez voir va faire leur popote interne. Des fois, c'est difficile de se rendre compte. Donc, pour un premier achat, je conseille quand même toujours d'aller voir un courtier qui vous permettra ensuite de trouver le bon partenaire si vous leur expliquez votre stratégie à long terme. Et après, vous aurez un interlocuteur unique. Donc pour le choix des banques, en primo, investisseur, privilégiez plutôt le courtier, sauf si vous avez une recommandation d'un ami qui vous dit j'ai le même profil que toi, les mêmes envies d'investissement, je suis allé voir cette banque-là, elle est super. N'hésitez pas, mais évitez plutôt de vous perdre dans une dizaine ou une douzaine de banques. Pour les personnes qui ont déjà investi, deux solutions s'offrent à vous. Soit vous avez déjà ciblé la bonne banque, donc vous avez un partenaire qui vous suit, donc là je vous conseille d'aller le revoir. Et même si la banque n'est pas la mieux placée actuellement, de continuer. Le principal frein quand on est multi-investisseur, c'est la multibancarisation. Ne faites pas 4 projets avec 4 banques différentes. Parce qu'au bout du compte, vous allez solliciter une 5e banque pour un 5e projet. Et qu'est-ce que vous allez pouvoir leur donner en réciprocité? La première banque, vous avez négocié les revenus. La deuxième banque, vous avez négocié l'épargne. La troisième banque, c'est les revenus locatifs. À la fin, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Plus rien à leur mettre sous la dent. Soit elles ne vous prendront pas, soit elles ne vous feront pas des conditions exceptionnelles. Oui, exact. Parce que c'est vrai que la banque ne gagne pas directement de l'argent avec un prêt immobilier. C'est plus pour appâter le client et qu'il arrive, qu'il prenne des assurances, qu'il domicile ses revenus. C'est ça. C'est un vrai produit d'appel. Donc, ce qu'elle va avoir besoin, comme tu l'as dit, domiciliation des revenus, de l'épargne, des petites assurances qui vont bien. C'est grâce à ça elles augmentent leur produit net bancaire, leur PNB. Exactement. Et c'est vrai que, j'en vois déjà venir qui disent oui, c'est normal que tu préconises les courtiers parce que je suis courtier. Certes, mais pour ma petite anecdote, c'est que moi, mon tout premier financement immobilier, j'avais fait, je crois, 7 banques et j'avais eu 6 refus. Et c'était la 7e banque qui m'a dit « Ok, j'accepte, mais c'était limite ». Et quand je suis allé voir Maxime, du coup, donc Emeline bosse chez MT Finance, qui a été créé par Maxime Talman, du coup, quand je suis allé voir Maxime, il m'a dit « Ok, j'analyse vraiment ta situation et c'est cette banque qu'on va aller voir ». Moi, j'ai rien eu à faire, il l'a trouvé directement. Pourtant, j'avais quasiment la même situation. Mais là, au lieu de faire 3-4 semaines de prospection bancaire, aller prendre des rendez-vous, se manger des portes et ainsi de suite, et là Maxime il a visé juste, il m'a envoyé une propos et c'était terminé. Donc c'est toujours intéressant de travailler avec des bons courtiers, on en revient au même. Exactement. Après, rien n'empêche, vous êtes libre évidemment de faire les démarches et grâce à la formation qu'on est en train de vous concocter avec Maxence, vous aurez vraiment toutes les clés, les noms des banques à aller voir si vous souhaitez vraiment faire les démarches en fonction de votre situation. Très important. De manière personnalisée. Après, en tant qu'investisseur, on peut aussi se tourner vers un courtier quand on sent qu'on a épuisé un peu le partenariat avec la banque. Vous avez fait beaucoup d'investissements rapprochés ou vous avez un encours, c'est-à-dire un montant de prêt très élevé avec une banque, elle peut vous dire stop.
il y a des possibilités en allant voir un courtier de retrouver un partenaire. Ouais, exact. Voilà, donc pour résumer, vous avez vraiment 2 solutions. Soit c'est votre banque qui est déjà votre partenaire, soit c'est un courtier quand vous ne savez pas où toquer à la porte. Ouais, quelle banque choisir en fonction de votre situation. De votre situation et de vos souhaits à long terme, c'est important. Ok, super. Donc là, on prépare le dossier, on analyse les banques qu'on peut aller voir en fonction de sa situation. Comment se passe, donc quels sont les conseils que tu peux donner pour un rendez-vous bancaire qui est du coup la 5e étape, c'est on fait ce rendez-vous bancaire. Qu'est-ce que tu conseilles du coup pour ça? Voilà, alors, donc pareil, là, si vous allez en direct avec votre banque, je vous conseille d'avoir bien les chiffres en tête et surtout d'être convaincu. Voilà. Très important. Ouais. C'est très important parce que vous allez peut-être tomber sur un conseiller ou une conseillère qui est peut-être novice ou peu au fait avec les investissements locatifs. Il faut vraiment lui donner envie d'aller plus loin, voir si la personne n'est pas compétente, d'en parler au directeur d'agence ou à la directrice d'agence. Donc ça, c'est vraiment important et il faut bien se renseigner sur les possibilités que vous avez à négocier. Voilà, parce que la banque va vous parler tout de suite de taux, d'apport, mais sachez qu'il y a plein d'astuces et on les reverra en détail que vous pouvez négocier, comme le différé d'amortissement, l'apport, des petites choses comme l'exonération d'indemnité de remboursement anticipé. Ça, c'est des choses surtout pour les personnes qui n'ont pas encore investi, que vous ne connaissez pas, et ça peut être vraiment intéressant au final. Donc ça, c'est vraiment vous, ne prenez pas de décision tout de suite. Si vous souhaitez faire les démarches vous-même, comparez. Voilà, c'est ça. Si c'est votre partenaire bancaire, s'il vous suit avec les critères principaux que vous avez qui sont la durée et le non-apport, foncez, ne changez pas de banque pour 0,1% de moins, ça n'a aucun intérêt, vous allez vous éparpiller. Yes. Après, si vous passez par un courtier, deuxième solution, n'hésitez pas à aller le rencontrer une fois qu'il a une ou plusieurs propositions à vous faire et de lui demander exactement tous les tenants et les aboutissants. Donc la durée, l'apport, ce sont des choses qu'on peut voir facilement, mais après toutes les petites options annexes dont on vient de parler et aussi potentiellement les petits avantages commerciaux qu'on peut avoir, est-ce qu'on a la carte offerte, etc. Voilà, surtout si c'est un premier investissement, ça peut être intéressant. Ne vous focalisez cependant pas seulement sur ça. Ce qui compte, et on le verra, c'est un partenariat à long terme. Donc voilà, même si de fait la banque est moins bien placée sur le marché en termes de taux, voilà, n'hésitez pas quand même à rogner sur ce critère qui est peu important en locatif pour choisir le partenaire. Et ça, un courtier spécialisé dans le locatif, et ça je le répète, courtier spécialisé en locatif saura vous aiguiller sur là où les banques les mieux placées sur le marché du locatif. Ok, super. Donc c'est bien, ça entraîne la transition du coup pour la 6e étape, c'est l'étude de vos propositions. Alors peut-être que vous allez en avoir une proposition bancaire et du coup c'est facile, exactement. Mais peut-être que vous allez en avoir 2, 3, 4. Quels sont les critères du coup, tu as commencé à en parler? Le taux, c'est pas forcément le meilleur critère, surtout pour l'investissement. Pour du locatif, pas du tout. Donc évidemment, résidence principale, oui, c'est un critère indéniable. Mais si vous êtes primo-investisseur et que vous suivez la logique bancaire qui est d'acheter d'abord sa résidence principale, puis de faire des investissements locatifs ensuite, voilà, on peut rogner sur ce critère de taux. Évidemment, s'il n'y a pas une trop grande distorsion entre le taux que vous propose la banque des investisseurs et les autres. Voilà. Et après, du coup, ça peut être aussi en fonction de la situation, donc pas d'indemnité de report, enfin pas d'IRA, voilà. Remboursement anticipé si vous envisagez, c'est une résidence principale que vous envisagez de revendre dans 2, 3, 4, 5 ans. Faites attention aux IRA, indemnité de remboursement anticipé, où en général c'est 6 mois d'intérêt qu'on doit rembourser. Donc voilà, si vous avez 300 € par mois, ce sera 1800 € de pénalité entre guillemets que vous devrez payer à la banque une fois que vous aurez soldé votre crédit. Mais il y a aussi encore plein d'autres choses en fonction vraiment de votre projet. Ça peut être un report des mensualités, ça peut être énormément de choses, pas mal d'autres critères aussi qui peuvent rentrer en compte. Alors quand on est sur une résidence principale simple, si vous vous dites, bon, pour l'instant je pense que j'ai pas les épaules pour investir, on va se concentrer sur la résidence principale. La chose vraiment importante à voir, voilà, c'est le taux, la durée, l'apport que vous souhaitez mettre et ces petites options qui peuvent être attractives. Par contre, quand on est sur une proposition pour du locatif, je dirais que la chose qui prime le plus, c'est le choix de l'enseigne. Le choix de l'enseigne avec évidemment tous les critères d'engagement, c'est-à-dire les critères selon lesquels on va vous prêter.
durée et apport. On reste vraiment sur les données les plus importantes pour un investisseur. Donc il faut que ce soit quelque chose de pérenne, il ne faut pas que vous sentiez que ce soit une fleur. C'est-à-dire, ok, bon allez, ce coup-ci, on transige, ce n'est pas nos règles, mais on va te prêter sur 25 ans et on fait un petit geste sur l'apport. Sachez que là, quand vous sentez que cette proposition est une fleur, vous vous dites, voilà, vous voulez faire plusieurs investissements, à chaque fois vous devrez faire les yeux doux aux responsables d'agence, c'est quand même épuisant, alors qu'il y a certaines banques, voilà. Pour l'instant, c'est inscrit dans leurs règles d'engagement, ok, on fait du 25 ans, ok, on fait du sans apport, ok, on finance des personnes qui ont peu d'ancienneté dans leur travail non salarié. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Donc je dirais, la proposition doit être étudiée à la lumière de votre stratégie à long terme. On en reparlera tout de suite après. Et c'est vraiment le choix de l'enseigne, puis le choix de votre cahier des charges qui prime. Oui, exactement. Et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est exactement ce qui s'était passé au tout début, quand la première banque m'avait financé, c'est, bon allez, exceptionnellement, j'accepte ça. Et quand Maxime m'avait fait une proposition, à l'époque, et bah, du coup, c'était une banque qui avait l'habitude de faire ça. Donc c'est vrai que c'est complètement différent, parce qu'après, cette deuxième banque m'avait suivi beaucoup plus facilement sur mes autres projets immobiliers, alors que la première ne m'avait pas suivi sur le deuxième. Exactement. Donc c'est vraiment très important. Super. Donc maintenant, septième étape, c'est la stratégie long terme, voilà. du coup. Donc, très important, vous avez des propositions bancaires, mais ça, c'est une étape à elle seule, c'est vraiment la vision long terme. Vous êtes investisseur immobilier, qui dit investisseur immobilier dit long terme, c'est de l'immobilier. Donc voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur cette stratégie avec la vision long terme ? Voilà, donc il faut que vous soyez clair déjà et que vous en parliez à votre interlocuteur, qu'il soit courtier ou banquier, sur vos souhaits. Évidemment, qui ne seront pas forcément réalisables, on ne peut pas présumer de l'avenir, que ce soit l'avenir de votre situation personnelle ou l'avenir des conditions d'octroi d'emprunt bancaire. Voilà, les choses peuvent changer, on est dans une situation qui n'a pas vocation à être pérenne. Des taux bas comme ça, on reste sur une situation qui sera uniquement transitoire. Donc je dirais que la stratégie à adopter, c'est soyez clair. Est-ce que c'est seulement, vous voulez faire du one shot? Vous savez que de toute façon, vous avez la capacité, vous avez vu avec votre banquier ou votre courtier, d'emprunter qu'une seule fois. Donc là, on va au meilleur. Hein, la durée la plus longue, le moins d'apport et si possible quelques petits bonus avec un différé d'amortissement plus long ou une exonération d'IRA. Donc là, on est sur une stratégie, je dirais, one shot. Voilà, on sait qu'on pourra en faire qu'un tant que notre situation n'évolue pas. Voilà, là, on se fait conseiller et on regarde et on compare. Deuxième chose qu'on peut voir, si vous avez une stratégie à long terme, résidence principale puis investissement locatif. Là, c'est pareil, on l'a déjà vu juste avant, on privilégie le choix de l'enseigne et aussi le feeling qu'on a avec le conseiller. Donc, pour parler de stratégie à long terme, il faut savoir que potentiellement, une banque, par exemple, va vous demander quelques compromis. De prendre l'assurance emprunteur la première année chez eux, qui coûte cher. Mais voilà, il faut se dire, bon, le but pour un courtier de vous envoyer chez une banque qui sera votre partenaire, c'est vraiment que vous, après, vous preniez le relais. Vous nouez le contact avec votre conseiller, vous jouez la réciprocité et après, ils vous suivront sans mal. Donc, je vous conseille quand même de réfléchir par rapport à notamment l'assurance emprunteur qui est souvent imposée au moins la première année. Est-ce que ça ne vaut pas le coup de la garder, sachant que vous pouvez la déduire fiscalement à la fin de l'année, si le partenaire peut vous suivre. Donc ça, il faut savoir jauger un peu la susceptibilité de votre conseiller bancaire ou de votre conseillère bancaire. C'est on a choisi la bonne enseigne, on se dit bon, on veut enchaîner à plus ou moins court terme. Qu'est-ce que je peux faire pour maintenir une bonne relation? Donc là, continuez à prendre l'assurance habitation. On l'impose, la banque souvent l'impose la première année. Les assurances bancaires sont souvent de très bonne qualité et offrent des prestations que d'autres assureurs n'ont pas. Donc là, ça peut être aussi, même pour quelques euros de plus, quelque chose qui permette vraiment de nouer un lien durable avec le conseiller. Complètement. Ok, super. Donc ça, c'était la 7e étape. Et maintenant, 8e étape, on s'était dit qu'on allait faire une étape un peu récapitulative pour les délais. Parce que c'est vrai que c'est très important de faire attention aux délais quand on est en phase de recherche de financement et d'obtention d'un financement, parce qu'on est sous compromis.
et le compromis n'a pas une durée indéterminée. Donc voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus déjà sur les délais que tu peux voir toi en tant que courtier? Alors, en ce qui concerne les délais, je dirais que le plus important, c'est de l'inscrire au compromis, cette durée que vous avez entre le moment où vous signez le compromis et au moment où vous devez avoir les offres de prêt. En ce moment, les taux sont tellement bas que les banques ont un grand volume à traiter. Les dossiers, même quand on est sur une vente prévue dans 3 mois, on déborde souvent. Donc, vous jaugez un peu avec l'aide de votre notaire, voilà, la marge d'action que vous avez pour ne mettre au moins 2 mois. Voilà, je pense que c'est vraiment pour ne pas vous mettre la pression, ne pas mettre la pression au vendeur qui vous appellera via son notaire tous les 2 jours parce que vous avez dépassé un peu cette date-là. Donc je dirais que le délai que vous devez inscrire déjà au compromis, c'est minimum 2 mois pour obtenir les offres de prêt. Voilà, en sachant qu'à défaut, la banque va donner le notaire va dire 45 jours. Oui. Idéalement, comme tu dis, c'est 60 jours, d'autant plus en fonction des périodes. C'est vrai que si on signe un compromis 1er juillet, un mois après, on a un mois de vacances. Donc là, les banques, c'est 0. C'est exactement comme le mois de décembre, où si vous savez que vous êtes à cheval sur le mois de décembre, le mois d'août et même un peu le mois de février, prenez toujours un peu plus large, 60 jours, au moins vous êtes un peu plus tranquille, et commencez les recherches immédiatement surtout. Voilà, donc surtout, ne vous lancez pas dans la signature de compromis sans avoir fait les étapes préalables qu'on a énoncées, c'est-à-dire votre calcul d'enveloppe et les actions correctrices à mener. Ça vous laissera peu de marge sinon pour pouvoir tout faire. Donc généralement, vous allez commencer à préconstituer un dossier soit avec votre partenaire bancaire que vous avez choisi, soit avec le courtier, donc dès la signature du compromis et après la réalisation des différents devis. Donc ça, surtout, prenez-le bien en compte. Si vous avez des gros travaux, commencez avant même la signature du compromis à faire venir les artisans pour que le dossier bancaire soit rapidement complet. Donc voilà, une fois qu'on a les devis et que le dossier est complet, l'envoi en banque avec un courtier se fait quasiment immédiatement. Voilà, pareil pour vous, une fois que vous avez auprès de votre banquier, il faut compter, je dirais, entre le moment où le dossier est reçu, instruit, et où on attend la réponse de la caution bancaire, parce que la plupart des banques aujourd'hui passent par des cautions bancaires qui, elles, ont leur propre délai. Comptez bien facilement 3 semaines. Ouais. Voilà, 3 semaines dans les meilleures périodes. Donc au bout de 3 semaines, vous avez un retour définitif ou quasi définitif de la banque qui vous dit voilà, ok, on a eu l'accord de la caution, moi je suis d'accord, donc tout va bien. Là, laissez-vous aussi un temps de réflexion, surtout si vous avez mené plusieurs démarches auprès de plusieurs banques, vous avez déposé plusieurs dossiers. Laissez-vous aussi quelques temps pour accepter la proposition. Donc on est déjà sur 3 semaines. Une petite semaine de réflexion sur la proposition qui vous est faite. Et ensuite, il faut valider tout ça avec ce qu'on appelle un rendez-vous bancaire. Donc, dès qu'on a l'accord ou qu'on s'oriente vers un accord, vous avez des documents précontractuels à signer en banque. C'est un gros mot qui dit, voilà, avant de recevoir les offres, il faut quand même signer, montrer votre accord sur la proposition qui vous est faite et remplir le questionnaire de santé. Donc ça, surtout si vous savez que vous avez eu des soucis ou actuellement encore des soucis de santé, il faut prévoir un temps assez long pour que le médecin de l'assureur se positionne, vous demande des documents complémentaires. Donc si tout va bien, vous êtes jeune, vous avez toutes vos dents et plein de cheveux, parfait, vous n'êtes pas obèse ou maigrichon, on devrait avoir une acceptation quasi immédiate. Par contre, si vous avez eu des antécédents ou vous avez en cours quelques maladies, prévoyez encore 2-3 semaines de délai. Donc, si on reprend, on a déjà 3 semaines le temps que votre dossier soit validé ou quasiment validé. On se laisse une petite semaine de réflexion, on convient d'un rendez-vous avec la banque, il peut se passer une semaine, encore 10 jours. À l'issue de ce rendez-vous banque, vous avez signé des documents et notamment souscrit à l'assurance emprunteur pour ceux qui ne le font pas encore en ligne. Là, en fonction de votre situation, tout va bien, vous êtes assurable immédiatement. La banque peut donc lancer l'édition des offres. Le temps de réception à la maison, si c'est par papier, on compte une petite semaine. C'est quasi immédiat quand on est sur une signature en ligne. Une fois que vous avez reçu les offres de prêt, vous avez un délai de 11 jours, un délai pendant lequel, de toute façon, vous ne pouvez pas renvoyer les offres. C'est un délai de réflexion, c'est un délai légal qui vous permet de vous rétracter et évidemment de ne pas signer. Une fois que vous avez signé l'offre, vous la renvoyez à l'issue de ces 11 jours. Vous pouvez prévoir une signature
voilà, sous 2 semaines, le temps que la banque réceptionne le courrier et qu'elle traite l'appel de fonds que vous aurez demandé au préalable à votre notaire. Donc c'est vrai que là, on voit vraiment qu'il y a quand même des impondérables et qu'il Oui. y a quand même beaucoup de délais qui, mis bout à bout, ça prend vite du temps. Et c'est vrai que maintenant, avec les délais qui sont de base, on va dire, chez le notaire, ils sont plus forcément adaptés à la situation. Comme tu dis, il y a tellement, enfin, les taux sont tellement bas qu'il y a énormément d'investisseurs, énormément d'achats de résidence principale et énormément aussi de renégociation de prêts qui fait durer, enfin qui allonge du coup Exactement. les délais durées de traitement. voilà, les délais de traitement, Voilà. les délais de validation. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci Emeline en tout cas Merci pour à tous toi. ces conseils. C'était top, c'était une bonne grosse vidéo qui nous remet bien dans le bain de toutes les vidéos. Donc comme je vous disais, tous les dimanches, on retrouvera Emeline avec des petits conseils. Donc les prochaines vidéos, je pense qu'elles seront un petit peu plus petites que celle-ci qui était assez conséquente quand même. Mais c'était un bon sujet qui méritait vraiment qu'on rentre en détail et en profondeur dans celui-ci. Si vous voulez aller plus loin avec nous, on vous a concocté une formation 100% offerte, le lien est dans la description. On a aussi une formation qui est beaucoup plus évoluée, beaucoup plus conséquente qui va sortir très prochainement. Les préventes sont ouvertes, vous avez une offre spéciale de moins 50% disponible juste en dessous dans la description aussi. Donc voilà, vous avez les deux liens, formation offerte, formation en prévente aussi. Et je vous dis à très vite du coup pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à la partager à des personnes qui souhaitent trouver leur financement immobilier, que ce soit la famille, des amis ou n'importe. À très vite. Ciao, ciao. À bientôt.